j'ai lancé l'enregistrement. Du coup, la première question déjà que je vais te poser, c'est est-ce que toi aujourd'hui tu es concerné de près ou de loin par la question du handicap ? Je suis concernée de près, oui. À titre personnel, le cousin de mon mari est à la maladie de l'X fragile. Donc forcément, une personne en situation de handicap psychique, je ne sais pas comment on dit, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est qui n'est plus dans la vie active, il a 25 ans et il est dans un centre dédié. D'accord. Donc à titre personnel, oui, c'est la seule personne autour de moi. Et à titre professionnel, depuis que j'ai rejoint le monde de l'entreprise, j'ai toujours eu la mission handicap. Parce que pour moi, ça fait partie de la diversité, au sens très très large du terme de diversité, qui sont l'égalité homme-femme, l'égalité en fonction, peu importe la couleur, et le handicap fait pour moi partie clairement de la diversité. D'accord. Est-ce que, puisque tu connais aujourd'hui du thème de la désinsertion professionnelle, est-ce que tu as déjà été confronté à ça ? Est-ce que tu as une connaissance sur ce sujet-là ? Alors, j'ai pas une connaissance, mais j'ai été confrontée à ça parce que j'avais eu des salariés qui étaient devenus handicapés suite à des accidents de travail, des chutes de hauteur ou des radiations dans le monde du nucléaire, des chutes de hauteur dans le monde du pétrole et des radiations dans le monde du nucléaire. Et du coup, petit à petit, ces gens-là se sont retrouvés en dehors du monde de l'entreprise parce que ne pouvant plus exercer, et on n'a pas pu les accompagner parce qu'on s'en est rendu compte assez rapidement, donc on n'a pas pu préparer le poste qui les attend. Donc voilà comment je connais le sujet. D'accord. Pour toi, quelles seraient les options possibles qui permettraient d'identifier des salariés à risque au sein du groupe aujourd'hui ? Alors, pour moi, c'est deux choses. Il y a une partie qui est liée à connaître bien le salarié et encore plus cette population qui a besoin d'aide, bien la connaître pour anticiper le risque et pour anticiper le fait que la personne a une maladie qui fait qu'elle est dégénératrice et du coup préparer la personne en fonction de sa maladie et la préparer à prendre un nouveau poste. Donc ça, c'est pour moi un facteur essentiel. Donc bien connaître nos salariés. Et le deuxième point, c'est dans des grands groupes comme Pierre et Vacances Center Park, c'est avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir intégrer des personnes et avoir une gymnastique sur les compétences des personnes et les regarder sous un autre prisme, parce que c'est pas parce que la personne est devenue handicapée ou est handicapée tout simplement ne peut pas faire quelque chose dans l'entreprise, mais si on sait l'anticiper, on sait préparer et on sait trouver le poste adapté. D'accord. Et pour toi, quels seraient les outils, le type d'outils qui serait possible de mettre en place, d'utiliser pour justement mieux suivre les salariés quand ils ont été identifiés justement à risque ? Alors, dans un monde idéal, je dirais chaque salarié à risque pourrait avoir un référent, un tuteur, appelons-le un parrain, un ambassadeur, peu importe comment on l'appelle, qui est la personne qu'il peut voir très souvent et qui peut tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'au niveau central, on ne peut pas voir toutes les personnes toute la semaine et du coup avoir des personnes qui sont très proches de ces salariés-là pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme et dire attention. Pour moi, ça fait partie des outils qu'on peut mettre en place. Après, il y a des outils, bien évidemment, de gestion de carrière et de gestion de GPEC, de gestion de compétences, qui peuvent permettre de faire des matchs et une fois analysé les compétences du collaborateur par un bilan de compétences, qu'on peut faire même en interne, sans être dans un bilan de compétences qui dure une année, en faisant un bilan de compétences d'un salarié, en déterminant ses compétences, on peut avoir
face à cela une grille qui nous dit il remplit telle et telle case, donc potentiellement il y a tel et tel poste qui peut sortir. Ok. Qu'est-ce que toi tu penses des visites de pré-reprise? Tu les considères comme étant utiles? Est-ce que toi tu en as déjà utilisé dans le cours de ta carrière et comment du coup? Pour moi, les visites de pré-reprise sont essentielles. La seule chose, je temporise parce que les visites de pré-reprise, elles sont faites par des médecins du travail qui sont éloignés du monde de l'entreprise, qui ne savent pas comment les choses se font. Et du coup, j'aurais plutôt tendance à dire oui, elles sont nécessaires, mais elles sont nécessaires à combiner entre le médecin du travail, je mettrai autour de la table le médecin du travail, le salarié bien évidemment concerné, la mission handicap et le référent, l'ambassadeur dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Selon toi, dans quelle mesure ça serait possible de garder le contact avec le salarié quand il est en arrêt? La mission handicap ne peut pas garder le contact avec le salarié parce que la mission handicap a une étiquette qui est une étiquette RH. Et du coup, peut friser je rentre dans ton monde alors que je n'ai pas le droit de rentrer dans ton monde. En revanche, si on arrive à mettre en place ces fameux ambassadeurs, ils sont dénués d'étiquettes et du coup, ces personnes-là peuvent garder le contact et à ce moment-là remonter l'information. Et du coup, ces ambassadeurs, ça pourrait être qui finalement? Ça peut être n'importe quelle typologie de salarié qui a une sensibilité, a de l'empathie, a envie de le faire et a envie de jouer un rôle. On parle beaucoup du rôle que nous, individus dans la société, on doit avoir, nos rôles sociétals. On parle de développement durable, c'est la même chose vis-à-vis de la société. Quand on va dans une association pour donner un peu de notre temps, et ben pour moi c'est pareil. Avant d'aller le faire à l'extérieur, faisons-le d'abord à l'interne. Et est-ce que ça peut être une personne qui a une étiquette syndicale ou est-ce que c'est gênant? Est-ce que finalement c'est pareil? Dans l'absolu, je m'en fous parce que je fais plutôt appel, pas à l'étiquette si je mets la personne là, mais plutôt au sens de l'autre que pour avoir une personne. Okay. Dans quelle mesure et dans quelles conditions une adaptation de poste elle peut être anticipée pour un salarié à risque? Comment est-ce qu'on peut, selon toi, aujourd'hui dans un grand groupe comme Pierre et Vacances, anticiper l'adaptation de poste de quelqu'un qui est en arrêt maladie, qu'on voit en difficulté, qu'on sent en difficulté, etc. On peut l'anticiper si on a mis autour de la table tout ce qu'on vient de dire, si l'information arrive suffisamment en avance, si la personne a envie de le voir, parce que si la personne n'a pas envie de voir qu'elle va être diminuée, c'est pas simple non plus. On n'est pas des psys et c'est pas notre rôle non plus, mais si on arrive à mettre autour de la table les différents éléments, l'information va arriver et du coup derrière on peut pas jouer à l'autruche et se dire non, j'ai pas envie de voir. Et du coup on peut anticiper en utilisant un bilan de compétences, en utilisant des grilles, en utilisant le fameux référent ou ambassadeur. Je l'appelle ambassadeur parce que référent, c'est une connotation pas toujours très positive. Mais pour moi, oui, on peut l'anticiper, mais si on a mis en place tous les facteurs pour nous aider à anticiper. D'accord. Comment toi, demain, tu devais mettre en place justement ce réseau d'ambassadeurs? Comment tu s'y prendrais? Qui t'irais chercher? Comment t'irais chercher ces personnes-là? Je pense que je m'appuierais en un premier temps sur la fondation Pierre et Vacances Interparc. Parce que la fondation, aujourd'hui, est en train de travailler sur le volet sociétal de l'entreprise, avec des associations pour aider à l'insertion, pour donner de son temps et aller aider l'autre, donner de ses jours de vacances et aller monter une école au fin fond de l'Afrique, etc. C'est ça le rôle et l'essence d'une fondation. Donc je m'appuierai d'abord sur la fondation pour communiquer et pour faire un appel au peuple en disant voilà, on aimerait faire ceci, qui a envie? Et en fonction de ça, si je pense que les personnes postuleront, parce que
il y a beaucoup de personnes qui postulent auprès de la fondation en disant moi j'aimerais je ne sais pas comment on l'appelle, l'euro solidaire, etc. Donc j'aimerais, ou l'arrondi, ça s'appelle l'arrondi solidaire. Donc j'arrondis mon salaire qui est de, admettons, 1598,50. Et ben je l'arrondis en disant je veux toucher que 1500 euros. Et du coup, les 98,50 sont donnés à une association. Au lieu d'aller sur l'extérieur, je démarrerai par l'interne et je m'appuierai d'abord sur la fondation qui, elle, a les terminologies, le côté juridique, etc. D'accord. Faire appel à candidature. Ouais. Dans quelle mesure des salariés à risque de désinsertion professionnelle pourraient faire une mobilité? Quelles seraient les conditions pour ça? Conditions, ou du moins les prérequis Si je regarde Pierre et Vacances Center Park, nos sites, pour certains, sont très éloignés de grandes villes. Pour certains sites, ils sont à la montagne et pas toujours très accessibles. Donc, je ferai forcément du tri pour ne pas mettre en risque les salariés, le salarié qui demande une mobilité. Si la personne est en fauteuil roulant, si je donne un exemple, si la personne est en fauteuil roulant et que j'ai une place qui se libère à la montagne où le site est très difficile d'accès, je ne vais pas le mettre en risque. Donc la mobilité, oui, mais il faut qu'on fasse attention à qu'est-ce qu'il y a dans la mobilité, parce qu'il y a la mobilité physique, mais il y a aussi la mobilité morale de la personne qui va se retrouver tout d'un coup loin de ses centres d'intérêt ou de tout l'environnement safe qu'il a mis en place. Et du coup, je pense qu'il faut l'étudier au cas par cas. Et comment toi, tu te projettes dans l'accompagnement de cette mobilité-là? Qui pourrait intervenir? Comment ça pourrait se faire? Pour moi, cette mobilité, elle est portée par la mission handicap, parce que la mission handicap doit avoir une vue globale sur l'entreprise, parce que la mission handicap connaît plus le salarié en difficulté qu'un RH, qui par moment ne sait même pas que le salarié est en situation de handicap. Donc pour moi, elle doit être portée par la mission handicap en lien avec le recrutement, et ça tombe bien, c'est dans le même service, pour savoir quels sont les postes qui sont ouverts, savoir que la mission handicap sait que Tartampion veut aller cherche telle typologie de poste, les postes sont ouverts par le service recrutement et voir le match qui peut se faire. Et à ce moment-là, c'est plutôt la mission handicap qui prend le relais et pas le recruteur sur le poste. Parce qu'on parle d'une personne qui a besoin d'aide et qu'on ne peut pas jeter comme ça dans la gueule du loup. Après, il y a les conditions qu'on doit mettre en place, la typologie de contrat, comment on aide la personne à trouver un logement, et ce genre de choses. D'accord. Et en termes de compétences, je parle de ça parce que sur les personnes que j'ai pu, à qui je me suis entretenue en amont, m'ont parlé de la question de la compétence. Toi, quelle est ta vision là-dessus? La compétence, elle peut s'acquérir. On ne naît pas avec des compétences en comptabilité ou en RH. On ne naît pas avec ces compétences-là. Donc pour moi, la compétence, elle peut s'acquérir à partir du moment où il y a la volonté. À partir du moment où il y a bien évidemment des bases. La comptabilité, quelqu'un qui a fait que de la RH, en général, un rôle de comptable, il est dans l'absolu pas fait pour lui. Mais si j'ai un RH qui demain veut faire de la comptabilité, qu'est-ce que je lui donne pour qu'il puisse y arriver? Et je ne pars pas du principe que non, il est RH, donc il ne peut pas être comptable. Donc si c'est ce qu'il veut atteindre, comment je l'aide, quelle typologie de formation, comment je l'accompagne, comment je le forme en interne, en le mettant en pseudo-stage, dans un monde idéal, se dire que quelqu'un qui veut faire ce mouvement-là, dans une période de 3 mois, déterminer un calendrier où la personne passe du temps avec un comptable, le RH passe du temps avec un comptable pour découvrir le métier, se rendre compte que le vie ma vie a une importance, se rendre compte que est-ce que c'est vraiment fait pour moi, et après c'est de la formation. Il n'y a pas de raison que on n'y arrive pas à partir du moment où la personne est volontaire et qu'on parle pas, on parle pas non plus de postes qui sont où il faut une expertise. D'accord. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu mets derrière le mot compétence? J'ai posé la même question aux autres.
Qu'est-ce que toi tu mets derrière le mot compétence? Des compétences, c'est des capacités qu'on acquiert, pas qu'on a eu, ou pas qu'on a, mais c'est des capacités qu'on acquiert pour faire un métier et qu'on acquiert au fil de l'eau parce qu'on a eu la formation, parce qu'on l'a exercé, parce qu'on a été accompagné. Je ne sais pas si on a tous la même. Pas forcément. Et justement, là, on parlait justement de formation. Comment on pourrait se former les personnes? Est-ce que là, tu m'en as parlé un petit peu? Est-ce que tu as plus de détails sur cette question-là? Comment on pourrait former les personnes handicapées, notamment au métier du groupe? Quand le Vie ma vie est possible, c'est un bon moyen. Je dis bien quand il est possible, parce que ce n'est pas toujours possible. C'est les rendre visibles aussi, les métiers du groupe, parce qu'ils ne sont pas visibles aujourd'hui. C'est créer des fiches sur certains métiers qui sont des métiers pénuriques. Aujourd'hui, on cherche à recruter en permanence des personnes, des maîtres nageurs aquatiques. C'est des postes où on ne sait pas trouver les personnes. Eh bien, je pense qu'on peut trouver des personnes de l'interne qu'on formera, à qui on donnera des certifications pour qu'ils puissent porter ce métier-là. Donc, c'est de la communication, c'est créer les fiches métiers, c'est le Vie ma vie, mais encore une fois, quand il est possible. C'est bien évidemment utiliser des organismes extérieurs. Quand on parle de certification, on ne le fait jamais en interne. D'accord. Je reviendrai un petit peu sur ce point-là, sur ce que tu viens de dire. Là, je vais passer à une autre question qui est sur la VAE. Je parle de ça notamment parce que j'ai eu à croiser une salariée qui, sur son poste de travail, a été déclarée inapte, mais qui avait acquis justement un certain nombre de compétences, autant en recrutement que sur des compétences un peu plus finalement qualifiées que le poste qu'elle avait de base. Ma question, c'est l'entreprise, est-ce qu'elle pourrait favoriser par exemple de la VAE et accompagner les salariés en ce sens-là, qui sont en situation de handicap, puisque là on parle de ce public-là, et comment elle pourrait le faire et quelles seraient les conditions pour ça? Alors, une entreprise se doit de favoriser la VAE parce que ça fait partie de l'évolution d'un salarié et c'est une évolution très positive. Il y a des entreprises qui sont très matures sur tout ce qui est passage cadre, VAE, et qui le font et qui accompagnent avec un tuteur qui en général est le N+1 ou celui du poste qu'on cible et du coup ont une démarche très structurée. Nous, on est déjà très en retard sur ça. Les passages cadres n'existent pas chez nous. Du jour au lendemain, on recrute une assistante en cadre, mais dans le même service, l'autre assistante n'est pas cadre. Enfin, bref, c'est pas du tout une démarche qui est structurée. Encore une fois, c'est une démarche qui est franco-française, le passage cadre. La VAE n'est pas une démarche franco-française, c'est une démarche internationale parce que c'est acquérir des compétences, présenter un rapport pour pouvoir être éligible à un poste. Le favoriser, ça fait partie de ce que c'est que la gestion de carrière pour moi, parce que la gestion de carrière ne s'adresse pas qu'à une population de personnes surdiplômées ou qui ont déjà des rôles de manager. La gestion de carrière est pour moi encore plus importante pour cette population qui n'a pas les moyens. C'est à eux que ça doit s'adresser, parce que parler des talents, ok, c'est très facile de parler des talents et d'aider un talent, mais c'est encore plus compliqué que d'aider quelqu'un qui n'a pas les moyens. Donc, et de lui donner de la visibilité, de lui donner une cible à atteindre. Le mettre en place, c'est pas très compliqué. Ça demande une analyse qui se fait avec la personne. La partie bilan de compétences a une vraie importance, parce que c'est de là qu'on détermine les compétences à atteindre, les compétences cibles, etc. L'accompagnement se fait, encore une fois, soit par le N+1, soit par le chef du département qu'on aimerait cibler, pour faciliter aussi l'étape d'après et l'insertion de cette personne dans ce poste-là. Et ça demande quelques moyens financiers, parce qu'il faut libérer du temps à la personne pour qu'elle puisse travailler dessus. Et comme quand on prépare un mémoire, c'est exactement la même chose. D'accord. Et comment pourrait intervenir justement la mission handicap dans ce sens-là? Quel serait son rôle finalement?
Je pense que la mission handicap doit développer une capacité à monter un bilan de compétences pour pouvoir le faire en interne et ne pas se dire j'ai pas de moyens, je sais pas faire. La mission handicap doit être intégrée complètement à ce qu'on appelle la partie gestion de carrière, qui aujourd'hui est inexistante dans la boîte. Donc doit faire partie de cette discussion-là et de cette identification-là de personnes qui souhaitent bouger ou sur lesquelles on met le zoom, et normalement on doit le faire une fois par an. Nous on ne le fait pas. Et quand on parle, pour Center Park, quand on parle de carrière, on ne parle pas de carrière, on parle des individus sur leur poste d'aujourd'hui. On parle très rarement de quel est le poste qu'on veut cibler. Et en général, on ne parle que des managers. Donc la mission handicap pourrait faire partie des discussions, doit développer des compétences en bilan de compétences, doit avoir une vision. Dans un monde idéal, la mission handicap appartient à aucun des services de la RH. Dans un monde idéal, la mission handicap est portée par quelqu'un qui est assis au même niveau que moi, directrice recrutement, que la directrice de la formation, doit être au même niveau que ces gens-là pour pouvoir prendre le relais, parce qu'on parle de recrutement, on parle d'attirer, là on parle de com, on parle de recrutement, on parle du service recrutement, on parle de formation, on parle du service formation, on parle de gestion de carrière, on parle du service développement, on s'adresse au DRH des entités pour qu'ils aient l'information, mais du coup, ce rôle-là doit être pour moi un rôle complètement transverse. Comme on gère la B-Community, qui est la communauté des leaders dans l'entreprise, qui est gérée par Loïc, la communauté des personnes en situation de handicap doit être gérée par la mission handicap pour pouvoir leur donner de la visibilité, les aider, s'assurer qu'ils n'ont besoin de rien et leur donner un contact. Et ce n'est pas le HR Business Partner qui le fait. D'accord. Et pourquoi, selon toi, ce n'est pas le HR Business Partner qui le fait ? Parce qu'il n'a pas cette vision globale, parce que pour moi, la sensibilité handicap, elle n'est pas donnée à tout le monde. Parce que ça n'a jamais, dans aucune boîte, dans aucune entreprise, on leur demande de faire ça. Parce qu'ils ont une vision masse, ils ont une vision macro, or que la mission handicap doit avoir une vision micro. Parce qu'on parle d'une personne à la fois, on ne parle pas d'un groupe. Oui, effectivement, une personne avec des caractéristiques spécifiques, alors qu'un groupe, généralement, c'est assez homogène de manière plus ou moins générale. Oui. Aujourd'hui, de ta connaissance des métiers du groupe, quelle évolution et quelles passerelles sont possibles ? Pour moi, toutes les passerelles sont possibles. Je ne pars pas du principe en me disant que la personne en fauteuil roulant qui est à la compta ne peut pas devenir demain réceptionniste. Pourquoi elle ne pourra pas ? D'autant plus qu'on est en train d'enlever les réceptions dans le dur, c'est-à-dire que le truc fermé, etc. Et qu'on est en train d'avoir des réceptions volantes, que ce soit chez PV ou chez CP. Donc on n'a plus de front desk. Et du coup, la personne, je cite la personne en fauteuil roulant parce que c'est ce qui est visible, la personne en fauteuil roulant, elle peut parfaitement s'occuper de Tartampion qui arrive pour récupérer ses clés et prendre les réclamations du fameux Tartampion parce que son cottage est sale ou parce qu'il a besoin de réserver une activité pour ses gamins. Donc pour moi, je ne pars pas du principe, non, ce métier-là, la personne ne peut pas le faire. Encore une fois, il faut ensuite s'adresser à l'individu et voir quelle est la capacité de l'individu. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de raison. D'accord. Donc là, c'est les questions un peu provoques, entre guillemets. Je pense qu'elles sont moins provoques pour toi que pour les autres. Je vais essayer de les reformuler parce que quand je les ai posées, elles n'ont pas forcément été très bien comprises. Ah bon ? Par certains, ouais. Donc là, j'ai deux questions avec vraiment plusieurs sous-questions en fait. Donc la première question, c'est comment la DRH elle pourrait aider à la mobilité des salariés qui notamment ne sont pas
formés à la base, c'est-à-dire tu vois, parce que généralement les personnes en situation de handicap, on connaît les profils, c'est des personnes plus ou moins âgées qui ne sont pas qualifiées. Comment est-ce qu'elles pourraient, dans le cadre d'un accompagnement mobilité, aider par exemple à orienter les personnes? Tout à l'heure tu parlais notamment de rendre plus visibles les métiers. Comment est-ce qu'on pourrait du coup aider les personnes à identifier les métiers existants? Dans quelle mesure, par exemple, la RH pourrait être favorable, par exemple, pour que des managers puissent participer à rendre visibles ces différents métiers? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place de manière générale, en tout cas dans ce cadre-là, par la mission handicap, la RH? Alors, il y a la façon de fonctionner d'il y a quelques années, c'était de faire du type des portes ouvertes, mais qui sont basées au bureau, on n'a pas besoin d'aller sur un site, de faire des portes ouvertes où la personne vient parler de son métier. Donc on met en avant le mois de la maintenance, le mois de la comptabilité, le mois du développement, le mois de la RH, etc. Et on vient parler de nos métiers et les gens viennent s'inscrire parce que c'est des conférences et c'est plutôt du top-down, donc pour informer. Ça, c'est l'ancienne façon de faire. La nouvelle façon de faire, qui moi m'intéresse plus, et avec les technologies d'aujourd'hui, c'est mettre à disposition les fameux lunettes virtuelles et permettre à la personne de passer sur un site. Si on dit on va vous montrer à quoi ressemblent les métiers d'un site Pierre et Vacances, d'avoir une vidéo qui résume par l'expérience d'un client, pourquoi pas, en passant par la porte d'un client qui réserve en ligne, qui s'adresse à la réception. C'est quoi le métier du réceptionniste? Et du coup, on voit ce que fait un réceptionniste, qui ensuite on lui donne les clés, va ouvrir son cottage, va croiser la femme de ménage. Donc, quel est le métier de la femme de ménage? Et on zoome sur ce qu'elle fait. Va croiser un technicien de maintenance pendant son séjour parce que l'ampoule, et du coup, on voit ce que fait un technicien de maintenance avec son escabeau, etc. Et pour moi, c'est encore plus vrai, beaucoup plus palpable, parce qu'on le voit, on n'écoute pas tout simplement assis dans un fauteuil que quelqu'un que Falak vienne raconter ce que c'est que le recrutement. Donc pour moi, voilà ce que la DRH peut faire, que ce soit PV ou CPE ou Maïva ou peu importe. D'accord. Donc ça, c'est plus pour la partie visibilité des métiers, et du coup, de manière très concrète, une personne du coup pas forcément formée, qui sera peut-être pas aussi à l'aise de se vendre pour justement se proposer pour une mobilité, parce que de la même façon que si elle veut faire une mobilité, il faut bien qu'elle postule pour le poste. Comment est-ce que... C'est là où je ne suis pas d'accord. Si elle veut faire une mobilité, au fait, quand la clé, c'est connaître ses salariés. À partir du moment où tu connais tes salariés, mais c'est là où Loïc et moi, on n'est pas d'accord. À partir du moment où tu connais tes salariés, il y a deux types de mobilité. Tu as la mobilité subie et tu as la mobilité choisie. La mobilité subie, c'est le salarié qui vient frapper à ta porte pour te dire « j'ai vu tel poste, je le veux ». Tu le subis parce que tu ne le connais pas, parce que toi, RH, tu n'as pas anticipé, parce que toi, RH, tu n'as pas lu son entretien annuel, parce que toi, RH, tu ne sais pas que ton gars, il ne se sent pas bien dans son service. La mobilité choisie est une mobilité où je connais Carla, je sais que Carla a telle et telle compétence, je sais que Carla a dit ça à son entretien annuel, je sais que Carla, dans son rêve, c'est de faire tel job. Le poste, je l'ai, je vais appeler Carla pour lui dire « Est-ce qu'on peut se voir? J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. » C'est pour moi ça, une DRH. La mobilité subie, n'importe qui peut le faire. N'importe qui. Mais le rôle d'une DRH, c'est d'aller chercher Carla pour lui dire « Regarde, j'ai un job pour toi. Il peut être intéressant. » Ok. Et du coup, donc ça serait plutôt la DRH finalement qui irait recruter, finalement chasser les têtes en interne. Oui. Concrètement, pour des personnes en situation de handicap, qui pourrait faire ça? Plusieurs personnes, comment ça pourrait se mettre en place? Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est la mission handicap travaillant avec le service recrutement, c'est qu'il y a des postes qui s'ouvrent. La mission handicap, connaissant bien sa population, la connaissant parfaitement, peut dire « Ah il y a tel poste qui s'ouvre, attends s'il te plaît, j'ai peut-être quelqu'un. » Et du coup, porté par la mission handicap dans le cadre de personnes en situation de handicap lourd.
Mais des personnes qui sont en situation de handicap que j'appelle léger, mais je mets bien évidemment les guillemets, une personne qui a la comptabilité, qui a juste des problèmes de dos, qui ne doit pas porter de charges lourdes, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, bien évidemment, je ne vais pas la mettre sur un poste de technicienne de maintenance parce qu'il faut porter des cartons. Mais la mettre à la réception, il est où le problème ? Et Donc c'est en lien avec la mission handicap. D'accord. J'ai perdu ma question, j'essaie de la retrouver. Ça va peut-être me revenir. Donc la deuxième question, dernière question avec plusieurs sous-questions. Est-ce qu'aujourd'hui la DRH elle pourrait encourager la création de postes adaptables? Quand je parle de création de postes adaptables, c'est sur la base de j'ai un service, ils ont des besoins, il manque du personnel, enfin voilà. On sent qu'il y a un besoin, il y a quelque chose qu'il faudrait mettre en place. Et souvent, soit il y a un poste qui est déjà établi, c'est ce poste-là, mais dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait repartir des besoins du service et réfléchir à la création d'un poste qui peut-être impliquerait une réorganisation un petit peu du service, mais dans quelle mesure ça pourrait être possible et comment la DRH elle pourrait on va dire, encourager les managers dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier une chose, l'entreprise n'est pas une association à but non lucratif. Donc un poste représente un budget, coûte de l'argent et il faut l'intégrer. Après, quand on a des salariés qui sont en situation de handicap et ne peuvent plus faire leur poste, qu'est-ce qu'on étudie pour ce salarié-là pour qu'il puisse retrouver une place dans l'entreprise et ne pas se retrouver sur le marché? Pour moi, la question, elle est plutôt là. C'est comment on fait avant de dire que le salarié, il faut qu'il sorte de l'entreprise. On a un cas qui est Véronique et du coup, l'issue, elle est en dehors. Pour moi, si je prends ce cas-là, on aurait pu étudier et si on était intervenu plus tôt, je dis mission handicap, je vise personne, si on a pu intervenir plus tôt, si on avait été au courant plus tôt, parce que ça date bien avant que toi t'arrives, bien avant que moi j'arrive ou que ça arrive chez moi. Si on avait pu analyser la chose beaucoup plus tôt, on aurait pu faire intervenir la neuropsy plus tôt. On aurait pu, à ce moment-là, au moment où on recrutait des personnes qui font du scan à la compta, peut-être lui donner ce job-là. Donc c'est de l'anticipation. Et le problème, il est là pour moi. D'accord. Si on anticipe, on peut arriver à adapter des postes ou à créer des postes. Et dans quelle mesure, par exemple, il serait possible de créer des postes évolutifs, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai un salarié, c'est toujours dans cette idée d'évolution de carrière, j'ai un salarié en situation de handicap qui me dit, moi, je sais pas, il était à la réception, il me dit, moi, la com, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut mettre en place, dans cette idée justement d'anticipation, de création de poste, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut mettre en place un poste qui pourrait évoluer et permettre à cette personne de passer de peut-être assistant quelque chose à, au fur et à mesure, devenir chargé com. Dans quelle mesure ça pourrait se faire? Comment ça pourrait se mettre en place? Quels seraient les freins, peut-être, les limites à ça? La seule limite que je vois à cela, mais encore une fois, c'est ma façon de penser, mais la seule limite que je vois à cela, c'est le manque de volonté de la personne. Parce que pour moi, si la personne a envie, elle peut apprendre à monter une vidéo, elle peut apprendre à faire du graphisme, elle peut apprendre à travailler avec les outils digitaux d'aujourd'hui. Si la personne en a envie. Si la personne n'en a pas envie, on peut lui donner toutes les formations possibles et imaginables, il n'y arrivera jamais. Donc à partir du moment où la personne a envie, moi je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être un frein. Mais encore une fois, j'ai peut-être une vision un peu utopiste, mais je ne vois pas ce qui pourrait être un frein à laisser la chance à cette personne en lui disant « je te donne de la formation, mais voilà la partie sur laquelle toi tu vas travailler et tu vas apprendre par toi-même, mais je te donne un cadre. » Et ce cadre peut être, on a parlé de la VAE tout à l'heure, ce cadre pourrait être la VAE avec la responsable de la com qui est le tuteur ou la tutrice de la personne pour pouvoir l'aider. D'accord. Et du coup, au niveau d'un manager, comment est-ce que tu vends le truc? Parce que j'imagine que lui, le manager, il a forcément ses objectifs,
il a toutes ses responsabilités. Mhm. Toi, ta vision par rapport à ça, c'est est-ce que tu vois des limites là-dessus? La seule limite que je peux voir, c'est la limite financière. Et du coup, j'ai eu dans ma vie d'avant des personnes que je ne savais plus positionner, mais j'avais une ligne budgétaire à la DRH. Et du coup, je les intégrais à la DRH, je les payais par la DRH et je les envoyais travailler pour d'autres. À partir du moment où je te dis, toi manager, tu n'as pas à payer cette personne, je te la mets dans ton service parce qu'elle a besoin d'apprendre, ça devient très facile. Ça devient très très facile. Après, bien évidemment, il y a des managers qui s'en foutent des autres et à qui il ne faut jamais donner ce genre de personnes. Mais le manager qui a un minimum de sensibilité, si on lui enlève la partie, on lui dit, tu ne payeras pas, voilà ce que je t'apporte, ça facilite. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de... Là, on va conclure un petit peu, mais j'ai juste des dernières questions. On parlait de connaître les personnes, les salariés en situation de handicap. Dans le cas où, finalement, puisque là, on parle de la désinsertion professionnelle, bien souvent, ça touche des personnes qui ne sont pas reconnues, donc ne sont pas connues par la mission handicap. Comment est-ce que comment est-ce que tu développes, finalement, cette connaissance de ce public-là qui n'est pas en situation de handicap, et comment tu passes de déclarer, et comment tu passes de mon public en situation de handicap à un lien vers ces gens-là? En montrant ce qu'on fait avec les personnes qui sont en situation de handicap. Pas de la com, telle personne connue était aveugle ou en fauteuil roulant ou X ou Y, on s'en fout, ils sont beaucoup trop loin de nous. Mais c'est en montrant davantage ce que fait la mission handicap pour l'entreprise. Parce que prendre des exemples du nain qui fait le pitre sur scène, mais le nain, moi je ne m'identifie pas à lui. Moi je peux m'identifier à quelqu'un qui me ressemble. Une star, je ne m'identifie pas à une star. Donc avoir une vision nombriliste, là pour le cas, montrer des succès, avec bien évidemment l'accord des personnes concernées, utiliser une personne qui n'est pas la meilleure en termes de personnalité, mais pourquoi pas utiliser une personne qui est la directrice juridique du groupe, qui est en situation de handicap visible, elle a qu'un seul bras. Elle est directrice juridique d'un groupe coté comme Pierre et Vacances Center Park. Donc avoir ce genre de personne comme ambassadeur, ça montre en interne que c'est possible et que le handicap ne concerne pas le petit peuple. Et ça concerne tout le monde, peu importe qui on est. D'accord. Et sur ta vision de comment, parce que tout à l'heure tu parlais du traitement micro de la question des personnes en situation de handicap. Moi, sur les échanges que j'ai pu avoir, j'avais une vision très... finalement, on pourrait généraliser, c'est-à-dire ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, on pourrait faire pour tout le monde, entre guillemets. C'est quoi ta vision finalement de la façon de traiter le handicap? Est-ce que on le traite entre guillemets au spécifique? Est-ce qu'on l'intègre? Comment on l'intègre de manière générale? Est-ce qu'on va à un moment donné avoir une vision où on va faire quand même du micro à un moment donné? C'est quoi toi ta façon d'appréhender la question de comment est-ce qu'on traite la question du handicap dans une RH où finalement ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, on pourrait très bien le faire pour tout le monde. Pour moi, les personnes en situation de handicap déclaré ont besoin d'aide. On ne peut pas généraliser parce qu'on n'a pas tous le même besoin. On ne peut pas généraliser parce que certaines personnes en situation de handicap, elles ont besoin d'une oreille, elles ont besoin d'aide, elles se sentent elles-mêmes démunies ou diminuées, et du coup, c'est compliqué de les intégrer dans une masse. Après, si on parle d'adapter un fauteuil, très honnêtement, moi, dans l'absolu, je m'en fous que la personne ait sa RQTH ou pas. Si la personne a besoin d'un fauteuil ou a besoin d'un écran ou a besoin d'une lumière ou autre, j'en ai rien à cirer qu'elle ait sa RQTH. Bien évidemment, je la traiterai de la même façon. En revanche, je mettrai plus le zoom sur les personnes qui sont en situation de handicap que sur les autres, parce que par définition,
ils ont besoin de plus d'attention que les autres. Donc je ne ferai pas du MAS. Pour moi, le MAS dans le handicap, par définition, ne peut pas s'adapter parce qu'on s'adresse à un individu qui n'a pas le même besoin que l'autre. Je ne parle pas que du siège, c'est pas ça le sujet. Le sujet, il n'est pas que dans le siège. Le sujet, il est le salarié que tu suis, qui a des problèmes personnels, que je ne peux pas mettre envoyé à la montagne parce que lui, dans son entourage personnel, il a déjà des problèmes, que je ne peux pas déraciner parce qu'il a de l'aide par sa famille. Tout ça, ça ne peut pas se mettre en place pour quelqu'un d'autre. Donc pour moi, le handicap, c'est un sujet micro, ça ne peut pas être un sujet macro, pas du tout. Encore une fois, on ne parle pas des petits bobos du quotidien, hein, on parle des choses beaucoup plus importantes. Ok. Il y avait une question que j'avais posée, j'avais un échange avec Loïc, de toute façon après je réadapterai sur ce qu'on enregistre. C'était sur la question, parce qu'en fait il m'avait dit oui, ça serait bien d'avoir une personne dédiée, mais moi je ne peux pas arriver à défendre ça à ma direction. Et moi, je me demandais, je ne sais pas si toi tu aurais une réponse là-dessus, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises finalement, et je pense que ça concerne toutes les entreprises concrètement, la DRH ne peut pas débloquer un budget sur ces questions-là, en sachant, et là j'ajoute la composante par rapport aux arrêts, par rapport à ce que ça coûte finalement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la DRH, première question, ne peut pas débloquer ou n'a pas les arguments pour débloquer un budget pour par exemple avoir une personne qui va être dédiée sur du reclassement, sur la prévention au reclassement typiquement. Et d'autre part, finalement, quel est l'impact quand aujourd'hui on a, comme ici chez Père et Vacances, un certain nombre de personnes qui sont en arrêt avec des services qui du coup sont déséquilibrés par rapport à ça. Et donc on a une vraie problématique d'absentéisme. Comment ça se fait Parce que ça ne rentre pas sur la même ligne budgétaire. D'accord. Parce que le budget dans cette entreprise, il est fait par ligne. Il est fait par ligne, puis par département, puis par business line, puis par division. D'accord. C'est une histoire de la question de l'absentéisme et la question RH, finalement, sont pas liées. Ben non. Non. La question... Au fait... Moi, quand je suis arrivée dans cette entreprise, la difficulté que j'ai eue quand on m'a demandé de monter le budget du service recrutement, c'est que je n'avais pas le son de cloche du business. Et quand je disais, je ne peux pas monter un budget recrutement si je ne sais pas quelle est la stratégie du sales, quelle est la stratégie de Pierre et Vacances, quelle est la stratégie de Center Parcs, je ne peux pas le faire. On m'a dit, mais pourquoi tu t'occupes des autres ? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je suis forcément liée à eux. Donc, pour pouvoir leur rendre un service, j'ai besoin de savoir quelle est leur vision à eux. Donc, je puisse, moi, me caler. Mais cette entreprise ne fonctionne pas encore comme ça. Elle sera obligée d'aller là. Elle sera obligée. Et du coup, se dire que le sujet de l'absentéisme, ça coûte tant aux différents services, ça ne me regarde pas, c'est le service qui paye. Et du coup, je ne résous pas le problème à la base en disant essayons de voir pourquoi il y a de l'absentéisme, parce que du coup ça me réduira les trous, ça me réduira la part de l'intérim qui me coûte tant. Combien me coûte l'intérim, combien me coûte l'absence de ta transversalité quoi. Non. On est en train de le faire en ce moment sur la partie recrutement de Center Parcs Site. Parce que quand je suis arrivée, j'ai dit à Loïc, je lui ai dit mais il y a un vrai problème sur le recrutement site. Le recrutement site, il est fait par des personnes qu'on va chercher de manière très temporaire. On recrute 350 femmes de ménage en Belgique, 650 aux Pays-Bas, sur le pays, mais on ne sait pas faire, parce que chaque site se démerde comme il peut. Et du coup, je suis arrivée avec une solution en leur disant pourquoi est-ce qu'on ne recruterait pas en centrale un recruteur pays dédié au site, qui passe d'un site à un autre, qui lance les campagnes de recrutement et qui passe ensuite la main au RH du site, qui la plupart du temps ne sait pas faire du recrutement. La plupart du temps, c'est un produit admin, le RH du site. Il fait que de l'administration du personnel.
Et en disant ça, il y a Pascal Ferracci qui y voit un intérêt parce qu'il dit « Ah bah oui, parce que du coup, aujourd'hui, je recrute des intérimaires femmes de ménage parce que je n'ai pas recruté mon quota de femmes de ménage. En prenant des intérimaires, ça me plombe mon budget de temps. » Parce que ça lui plombe son budget de temps qu'il écoute ce que je lui dis. Et c'est ça, enfin, finalement, l'argument de la question de l'absentéisme, il faudrait finalement le rapprocher avec le business. Avec le business, parce que du coup, ça coûte. Bah oui. Mais c'est exactement la même chose. Ouais, donc il y a un problème d'organisation. Et parce qu'on n'étudie pas l'absentéisme. Il y a un pôle absentéisme dans l'entreprise, voilà. Oui, en bas, mais on ne fait pas l'analyse de l'absentéisme. Parce que on prend les données brutes et puis on fait un constat. Parce que moi, de mon observation, c'est que tu as deux choses. D'une part, il va y avoir de l'absentéisme qui est lié à une question relationnelle, les gens ne s'entendent pas, les gens partent, les gens se mettent en arrêt parce que moi j'en ai marre de mon taf, etc. Donc là, on a cette problématique-là, qui est une autre problématique. On a une deuxième problématique qui est liée à la maladie au travail. Oui, tout à fait. Et là... c'est parce qu'on fait ça. Ouais. Et là, du coup, il y a un vrai sujet qui devrait être en transversalité sur la question RH, sur la question mission handicap, en fait. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est parce qu'on est très en retard. C'est pour ça que je t'ai cité l'exemple du budget. On est très en retard et je pense qu'on n'a pas... On ne sait pas par quel bout le prendre. Et du coup, on est très en retard là-dessus. Pour moi, c'est un calvaire de monter mon budget dans cette boîte. Or que je montais le budget de toute la DRH dans ma vie d'avant. Mais parce que j'avais des données, parce que je savais où j'allais, parce que j'étais autour de la table. Quand un Pascal Ferracci travaille sur son budget pour Center Parcs Europe, moi j'étais autour de la table. Ici, non. Ici, chacun fait son budget dans son coin. Ah ouais, et personne ne se parle. Ouais. Au-delà de la DRH, personne ne se parle. Le sales ne regarde pas ce que fait l'activité sales et digital qui est en transverse, ne regarde pas ce que fait PB ou CP. Ils font leur budget en même temps qu'eux, or qu'ils doivent faire leur budget après eux. Et celui qui clôture les budgets, c'est normalement la DRH. Et que l'IT doit faire son budget après les business lines, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu, pour pouvoir avoir une répercussion IT derrière. Mais on ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai déjà remonté cette information-là. Quand je suis arrivée, j'étais très surprise. Très, très surprise. Et du coup, c'est lié. Ouais, mais oui, mais c'est ça. C'est lié parce que s'il y a cette manière de gérer les choses, c'est-à-dire en silo, il y a forcément une problématique de gestion des problématiques générales et de la question de la mission handicap qui se fait en silo. Donc, on isole le handicap et on le réduit à... faire appel à des personnes extérieures coordonnées, alors qu'en fait la mission handicap pourrait amener un vrai plus en termes d'accompagnement, de suivi des salariés et pourrait permettre que finalement ces personnes-là puissent être accompagnées dans l'ensemble des compétences RH. Oui. Ce qui ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de transversalité dans la vision. Parce que l'entreprise se arrange bien de travailler en silo. C'est plus simple, c'est beaucoup moins de complexité. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, de toute façon.